Bonjour et bienvenue au nom du Geneva Health Forum de l'Institut de santé globale et de l'Université de Genève. Nous sommes aujourd'hui très heureux de pouvoir partager avec vous ce moment autour de la maladie négligée qu'est le NOMA. Mais avant de débuter ce forum, je souhaite tout d'abord aborder quelques points techniques. Tout d'abord, notre workshop est diffusé en anglais et en français. Une traduction simultanée est proposée. Il vous faut juste activer le canal désiré en bas de votre écran Zoom sur la barre d'outils. Donc là, vous aurez bien sûr la possibilité de changer de langue en cours de route si vous le souhaitez. Mais notez s'il vous plaît que le choix du canal, enfin d'un des deux canaux, est vraiment obligatoire. C'est un aspect qui complique un peu la gestion technique de la chose, mais on s'excuse déjà si d'éventuels problèmes devaient survenir. Et je profite aussi de ce petit moment pour remercier de la part de tous Marianne, qui est notre interprète aujourd'hui. Cet événement est enregistré et sera disponible sur YouTube. Notez que seuls les intervenants seront visibles et que le public ne le sera pas. Finalement, vous aurez la possibilité d'interagir avec les speakers et pour cela, merci de poster vos questions sur le chat. À la fin de chaque présentation, une question sera sélectionnée et sera posée à l'intervenant. Les autres questions seront abordées lors d'un moment de questions-réponses à la fin de la session. Après ces quelques points techniques, je vous remercie encore une fois d'être ici avec nous et je passe maintenant la parole au professeur Antoine Flao, qui est directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève et co-président du Geneva Health Forum. Merci Marie-Solène. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue dans ce séminaire, dans un format tout particulier, peut-être à cause ou peut-être grâce à la pandémie. Il nous permet de nous retrouver d'une façon finalement assez simple et assez efficace. Et bravo aux organisateurs pour avoir réussi à monter ce séminaire. Je suis en effet le directeur de l'Institut de santé globale et à ce titre, je suis très heureux et très fier de la contribution de l'Institut de santé globale au sujet du NOMA et en particulier par l'équipe du professeur Emmanuel Kabengele qui depuis longtemps combat le NOMA, espère apporter avec vous tous des éléments de réponse, des discussions sur les solutions possibles pour venir à bout de cette maladie, la prévenir, pourquoi pas peut-être un jour l'éradiquer. Ce workshop est très emblématique de ce que nous souhaitons voir réussir avec le Geneva Health Forum. Geneva Health Forum, c'est une initiative qui, au départ, est partie de Genève, de l'Université de Genève et des hôpitaux universitaires de Genève, que je remercie beaucoup pour leur soutien continu depuis maintenant. Eric Comte et Yelena me le diront avec précision, mais peut-être 10 ou 12 ans déjà. Et il s'est beaucoup étendu dans sa gouvernance même, dans sa programmation avec les autres institutions suisses partenaires. Et je voudrais évidemment citer aujourd'hui particulièrement le Swiss TPH, mais aussi avec d'autres universités qui ne sont pas toujours suisses, au contraire, qui sont ouvertes sur le monde. Et merci à l'Université de York dans cette contribution majeure sur le sujet du NOMA. Merci aussi à nos partenaires du Burkina Faso, à nos partenaires du Niger. J'espère que je n'en oublie pas trop. Merci à vous tous de participer. Seule cette interdisciplinarité qui va associer l'anthropologie, les droits humains, l'épidémiologie, la médecine, l'économie et d'autres disciplines très contributives, mais pas simplement des disciplines académiques, également la société civile, les ONG, dont le rôle est majeur dans la prise en charge du NOMA, aussi les organisations internationales, les fondations qui nous aident, qui nous soutiennent, mais aussi souvent qui nous challenge. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un très, très bon et très productif workshop et je me réjouis d'en lire les conclusions prochainement.
Alors, permettez-moi aussi de saluer d'abord tout le monde et de vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver avec vous. Merci Antoine pour le mot d'introduction. Merci Eric et Elena pour tous les inputs sur le plan d'organisation et le plan technique. Merci aussi à mes collègues avec qui nous sommes en train de travailler sur ce projet. Comme coordinateur principal du projet, je suis comme un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre à lui seul ne peut pas produire de la musique. La musique vient de plusieurs instruments que connaissent ceux qui les manipulent. Donc, je tiens particulièrement à remercier mes collègues et à vous dire que ce webinaire a un caractère particulier parce qu'il ne s'agit pas ici de générer de nouvelles idées. Au départ, il s'agit plutôt d'un séminaire de partage des connaissances que nous avons essayé de produire un tout petit peu depuis que nous avons commencé avec ce projet, mais aussi de partage de quelques inquiétudes que nous aurons ou que nous avons rencontrées dans cette expérience. Et pour cela, je propose d'aller avec vous sur les 4 points suivants. Le premier, c'est de vous décrire un peu le contexte, parce qu'une des questions qu'on se pose quand on vient à ce type de rencontre, c'est mais oui, il s'agit de quoi? Ce projet est né comment? Il s'est déroulé où? Qui le soutiennent? Ensuite, on verra un peu quels ont été les objectifs que nous avons voulu poursuivre, nos méthodes de travail et l'organisation qui a été mise en place. Je vous parlerai un peu de partenariats et de soutiens que nous avons reçus et je vous livrerai quelques messages clés, mais ça sera à la fin du processus de la journée d'aujourd'hui. Alors, pour le contexte, partagé déjà lors de l'atelier organisé à Genève dans le Geneva Health Forum en avril 2018, c'est cette question de manque de données, données épidémiologiques, mais aussi des données sociales qui peuvent aider à comprendre non seulement le fardeau de la maladie sur le plan quantitatif, mais aussi aller vers ce que j'appelle l'épidémiologie sociale, qui, elle, permet de mieux comprendre la place et le pouvoir des structures sociales devant des problématiques telles que celle-ci. Il y a donc de besoin de données récentes sur le NOMA. Nous avons profité de l'appel à projet lancé par le Swiss Network for International Studies, le SNIS. Nous avons déposé donc un esquisse de projet en janvier 2019. Nous ne savions pas qu'il y avait beaucoup de projets, mais nous saurons en mars 2019 qu'il y en avait 97 et que nous étions présélectionnés pour déposer le projet définitif en mars 2019 pour recevoir enfin, nous avons déposé la demande, le projet final en juin et nous avons donc obtenu quelques semaines plus tard le résultat des revueurs qui avait été commissionné par le SNIS et ce projet NOMA a été retenu parmi les 8 pour être financé pour la période 2019 et 2021. Voilà donc d'où nous venons. J'étais donc à remercier le SNIS pour cela. On va y revenir un peu plus loin. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par le projet? D'abord, un, c'est de fournir les données épidémiologiques actuelles sur le NOMA. Il y a quelques données qu'on retrouve même parce qu'il y a une nouvelle revue systématique de littérature qui a été faite, mais qui sont des données assez vieilles, mais caractérisées aussi par leur nature purement clinique. On a très peu de données populationnelles. Il nous semblait aussi important de décrire les expériences des individus. Comment est-ce que les personnes qui ont le NOMA ou qui ont survécu au NOMA vivent dans les communautés où ils sont? Et ça nous semblait aussi un point capital à examiner dans ce projet de recherche.
Un autre point important et qui est un manque criant dans la recherche sur le NOMA, c'est les coûts économiques et sociaux du NOMA. Nous pensions donc que en amenant des estimations de ce coût, on pouvait disposer là d'un élément important de stratégie de prévention et de lutte pour mobiliser les gens en disant le non-investissement dans la prévention, dans les soins du NOMA, va coûter encore plus cher à la société, à nos États, que des mesures de prévention pas suffisamment onéreuses et qui peuvent être mises en place assez rapidement. Enfin, une question aussi qui manque, une dimension qui manque dans la recherche et le travail de mobilisation sur le NOMA, c'est la dimension des droits humains. Je vous rappelle ici que s'il y a une convention internationale des droits de l'homme qui a été le plus ratifiée par les États, c'est la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Et on ne peut pas, en ce moment-là, comprendre que ce problème qui touche fondamentalement les enfants ne soit pas pris en compte en fonction des obligations des États, en fonction de leurs propres droits internes aussi, ou en fonction des instruments régionaux de protection des droits de l'homme de leur propre région. Donc, nous voulons aussi, par là, arriver à analyser cette maladie sous cet angle, sous ce cadre des droits de l'homme. Donc, voilà poser les quatre objectifs fondamentaux de notre projet de recherche. Et pour le faire, quelles sont les méthodes que nous avons utilisées? Vous vous en rendrez donc bien compte que nous avons combiné plusieurs méthodes. On n'a pas donc recouru à une seule méthode. Ça ne pouvait pas permettre de répondre à ces questions qui se posaient à nous. La première, c'est l'approche épidémiologique. On le verra tout à l'heure dans les détails avec à la fois les résultats de la revue systématique de littérature qui sera présentée par Anaïs, mais on le verra aussi dans le travail qui va suivre immédiatement après ma présentation, c'est l'analyse de dossiers effectués sur la base de 1500 dossiers de patients qui ont été reçus dans les centres de soins qui sont organisés et coordonnés par la Fondation Sentinelle. Merci à Denise et merci aussi à notre ami Martin Beauvais qui a travaillé sur l'analyse de ces dossiers. Et merci aussi à Émilien Janot qui a aidé aux analyses, en particulier sur le plan épidémiologique. La deuxième approche, et je venais de le dire, c'est toutes ces dimensions des structures économiques et sociales, ce que l'on pourrait appeler l'économie politique et la socio-économie politique du NOMA, avec deux principales études qualitatives qui ont été menées, l'une au Burkina Faso, l'autre est en cours au Niger, et avec un troisième point, l'étude d'estimation de coûts que je suis moi-même en train de conduire et qui est à sa fin. Et enfin, dernier groupe, c'est l'approche du NOMA sous l'angle des droits de l'homme, et là, c'est notre collègue et co-coordinatrice du projet Ewana Sisma de York University et Alice Trotter, qui est sous sa direction, qui analyse le NOMA sous cet angle et qui ont déjà produit un certain nombre de résultats que nous allons également voir. Alors, tout cela est clairement un peu explicité sous ces diagrammes qu'on vous présente. Trois groupes principaux, je dirais trois sous-groupes principaux de paquets de recherche, un besoin de générer l'évidence épidémiologique, excusez-moi, pour arriver à estimer le fardeau de la maladie, son incidence annuelle et sa prévalence. Deuxième groupe sur les expériences de vie des victimes et de leurs familles avec une recherche doctrinale et socio-légale, les recherches des archives sentinelles, la recherche historique. Et
nous aurons comme résultat quelques facteurs de risque, les déterminants sociaux et les coûts économiques et sociaux du NOMA dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, le NOMA sous l'angle de droits de l'homme, je venais également de vous en parler, avec à l'évidence, à la fin, une évaluation de l'état des droits de l'enfant, des droits de l'homme en général et des cadrages opérationnels. Nous voulons quoi? Et ce qui nous motive derrière tout ce travail, c'est que nous voulons pousser et contribuer comme les autres à ce que le NOMA soit reconnu comme une maladie tropicale négligée et qu'à ce sens, la communauté internationale se mette un peu plus debout pour faire face à cette maladie. Alors, quelles sont les grandes organisations qui sont derrière? C'est donc l'Université de Genève, le Swiss Tropical Institute de Bâle. Je salue ici notre collègue Thomas Führer qui a été à la base avec nous et qui, pour des raisons personnelles, a arrêté la collaboration. Et puis, je salue le fait que Mirko Winkler, Peter Sterman et Anaïs et les autres nous ont rejoints et la collaboration avec le Swiss TPH a continué. Et particulièrement aussi, je souligne la place prépondérante tant sur le plan de l'organisation que du déroulement de cette recherche prise par nos collègues de l'Université de York. Nous avons des partenaires sur lesquels nous avons compté à la fois dans la phase de la préparation du projet de recherche lui-même que dans son déroulement actuel. C'est la Fondation Sentinelle, c'est Health Frontier Laos. Tout à l'heure, certains interagiront avec notre amie Leila qui a, malgré l'heure tardive là où elle est, s'est jointe à nous, que je salue. Noma Health Action, que je salue beaucoup, que je remercie pour la contribution. Médecins sans frontières, l'organisation Son Niger, Winds of Hope et Noma International Federation. Voilà pour les partenaires qui nous soutiennent et qui nous ont accompagnés dans l'élaboration du projet et actuellement dans sa mise en œuvre. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi, il faut le souligner, la chance que nous avons eue d'avoir des entrées au ministère de la Santé du Burkina Faso par des réseaux que nous avons construits il y a plusieurs années, par certains d'entre nous et nous-mêmes, ainsi que le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires du Niger. Les organisations intergouvernementales partenaires, c'est le comité des Nations Unies, du Conseil des Nations Unies. Il faut souligner que notre collègue Johanna a pu aussi travailler avant avec Jean Ziegler, ce qui nous a permis d'avoir tout l'accompagnement du système des Nations Unies. Les partenaires académiques, on les a déjà cités, mais il ne faut pas oublier le Geneva Health Forum qui nous accueille, le Centre interfacultaire des droits de l'enfant, dans lequel, je le souligne pour ceux qui ne savent pas, la faculté de médecine est partenaire dans le Centre interfacultaire des droits de l'enfant et l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina. Alors, qui paye? Parce qu'il faut que quelqu'un paye. Alors, ceux qui ont payé, c'est donc le Swiss Network for International Study, le SNIS, c'est l'IF Action Noma et, il faut le souligner ici, nous avons reçu un appui solide, non pas seulement en termes d'argent, mais surtout d'engagement du service de solidarité internationale de la République et du canton de Genève. Nous avons reçu le soutien aussi de Noma Health Swise et de Winds of Hope. Voilà pour l'essentiel de ceux qui sont derrière nous, pourquoi nous sommes là, et on va voir ce que nous avons fait depuis que nous avons commencé à réaliser ce projet.
Je reviendrai sur des quelques difficultés que nous avons eues, mais nous devons aussi vous dire que nous avons été impactés par, comme tout le monde parle, deux principaux événements. C'est la question de la sécurité sur le terrain, dans les régions où le projet est mené, mais c'est aussi tous les effets liés à la pandémie du Covid-19. Je voudrais donc saluer les uns et les autres dans quelques langues qui sont là. Je salue les Zambiens, je salue les Congolais, je salue tous ceux qui sont de l'Est de l'Afrique en Swahili, je salue les Congolais du centre, les Sénégalais, je salue le monde en général en français et en anglais. Merci. Mais vous me permettez donc, maintenant que nous entrions dans la phase importante de la journée, que j'appelle notre collègue Denise Varati-Mayer pour pouvoir intervenir et essayer de nous présenter les résultats du travail qui a été effectué par elle, par Martin Beauvais et par Émilien Janot. Alors, un mot sur Denise. Denise possède un doctorat en médecine et en médecine dentaire et un master en santé publique dans la filière de santé internationale. Depuis une vingtaine d'années, Denise dédie sa recherche et ses enseignements à la maladie du Noma. Elle a été longtemps membre du Geneva Study Group of Noma. C'est une des expertes reconnues dans le domaine sur le plan international. Et Denise, si j'ai oublié quelque chose que tu juges important pour que ça soit dit, pour mieux te présenter, fais-le et je veux vite que tu me tapes sur le doigt en me disant que tu as oublié de dire ceci sur moi. Merci beaucoup et à toi la parole. Merci Emmanuel. C'est bon, c'est en plein écran pour tout le monde? Ok, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous un regard sur la problématique du diagnostic tardif de ces enfants atteints de Noma. Tout d'abord, il faut dire que le Noma est une gangrène orofaciale, c'est-à-dire qu'elle débute au niveau de la bouche et très rapidement s'étend au tissu du visage avoisinant. La mortalité est élevée, elle a été estimée à 80-90% pour les enfants qui ne bénéficient d'aucun traitement. Cette maladie frappe des enfants en jeune âge, principalement dans la tranche d'âge entre 2 et 6 ans. Ce sont des enfants qui présentent déjà un mauvais état général lié principalement à la malnutrition chronique ou à des maladies telles que la malaria, la rougeole, des maladies de l'enfance ou un état immunodépressif lié par exemple à une infection à HIV. Ces enfants vivent dans les régions les plus défavorisées du globe et j'insiste, ce n'est pas seulement en Afrique que nous trouvons des patients Noma, comme nous allons le voir plus tardivement dans notre session. Le Noma a des conséquences esthétiques, c'est évident, mais il a également des conséquences fonctionnelles, car en dépendance des structures faciales touchées, l'enfant pourra présenter différents problèmes de déglutition, par exemple, de respiration, voire même de vision. Le Noma a également des conséquences sociales, puisque certains enfants sont rejetés de leur communauté, de leur famille parfois même, en raison de la peur de la contagion, qui est pourtant inexistante, ou alors à cause de croyances locales. Le Noma passe à travers différents stades. Ces stades ont été récemment revus par l'OMS et c'est cette classification que je vous montre ici. Il débute par une gingivite qui cause des saignements et des douleurs gingivales importantes, puis il passe en stade 2 qui se caractérise par un œdème, c'est-à-dire un gonflement d'une partie du visage. Si rien n'est fait, la maladie va évoluer dans les stades suivants, caractérisés par la mort des tissus, pas seulement la peau, mais également le squelette facial sous-jacent. Puis pour les enfants qui survivent, au niveau du stade 4, nous aurons la cicatrisation qui va aboutir finalement au stade 5, qui est celui des séquelles que montrent les survivants du Noma. Ce qu'il est très important à dire dans l'évolution de cette maladie, c'est que les 2 premiers stades sont parfaitement réversibles avec un traitement simple.
hydratation, antibiotiques et soins de bouche. Ce qui n'est pas le cas des 3 stades suivants, 3, 4, 5, qui sont irréversibles sur le plan esthétique, fonctionnel, social et qui vont nécessiter un traitement complexe, parfois avec plusieurs interventions chirurgicales. La plupart des décès surviennent entre le stade 2 et le stade 3 et c'est à ce moment-là qu'il est fondamental de poser un diagnostic et de prendre en charge l'enfant avant qu'il passe dans les stades irréversibles. Notre question de recherche, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est de décrire l'épidémiologie et les souffrances de ces personnes à travers différentes approches. L'approche dont je vais parler ici, c'est l'étude rétrospective des dossiers de l'ONG Fondation Sentinelle. Malgré le fait qu'une étude rétrospective ait des limites, nous avons vraiment décidé de nous plonger dans ces 1576 dossiers parce que cela est un énorme trésor quand on pense à la manière dont cette maladie est oubliée, négligée et peu connue. Nous avons donc conçu une base de données expressément pour ce projet, une base qui est anonymisée, grâce à laquelle nous avons récolté un peu plus de 140 variables différentes qui nous permettent de décrire la sociodémographie de ces patients, la présentation de la maladie, la stigmatisation et également le problème du diagnostic sur lequel je vais me focaliser maintenant. Tout d'abord, du point de vue sociodémographique, nous avons constaté que les enfants atteints de NOMA vivent dans des familles nombreuses, en moyenne un peu plus de 8 personnes. Les mamans de ces enfants ont en moyenne 6 enfants. La plupart de ces personnes vivent dans un environnement rural et la distance entre leur domicile et les centres de santé est très importante. À preuve de cela, regardons la distance moyenne entre le domicile et le premier centre de santé qui est d'environ 9 km, mais peut arriver à 140 km. La distance entre le domicile et le centre de soins adéquat que constitue Sentinelle ou alors l'hôpital régional est en moyenne de 130 km avec un range qui peut dépasser les 1000 km. On pourrait se dire que si les enfants sont pris en charge trop tardivement, c'est parce que les parents les emmènent trop tard en consultation. Peut-être parce qu'ils banalisent les premiers signes de la maladie, qui ne sont qu'une gingivite, par exemple, ou pour d'autres raisons. Eh bien, j'insiste sur le fait que cela n'est pas vrai, puisque un peu plus de 90% de ces patients cherchent de l'aide au cours des 2 premières semaines de maladie, donc pendant que la maladie peut être encore guérie sans séquelles. Mais par contre, ce n'est qu'un peu plus de 20% d'entre eux qui atteignent un centre de soins adéquat. Chez Sentinelle, c'est presque 75% des patients qui sont admis durant les stades irréversibles de la maladie et seuls 25% sont admis en stade précoce. Pourquoi ce retard de diagnostic ? Eh bien, parce que, on l'a dit, ces patients vivent trop loin des centres de santé, puis la majorité de ces patients consultent plusieurs fois avant de parvenir dans un centre adéquat. Le premier recours de ces patients étant, dans presque la moitié des cas, le tradipraticien. Et seulement 29% d'entre eux font recours également à la médecine moderne. En conclusion, j'aimerais dire que cet itinéraire diagnostique est long et tortueux, et c'est une des choses qui contribue à la mortalité et à la morbidité tellement haute du NOMA. Cet itinéraire démontre également combien cette maladie est négligée par les soignants et par les politiques de santé. Les soignants parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la formation adéquate pour la prendre en charge. J'aimerais insister sur le fait qu'une meilleure formation de ces soignants de médecine moderne, mais aussi de médecine traditionnelle, est à notre avis indispensable pour accélérer et améliorer la prise en charge de ces enfants. La mise en place de ces formations est possible, mais elle passe par la reconnaissance de cette maladie. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que cette reconnaissance est fondamentale et à titre de preuve, le fait que le NOMA ne fait pas partie de la liste des maladies tropicales négligées. Je vous laisse sur cette réflexion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Denise, pour cette présentation très intéressante. J'ai une question pour toi. Tu travailles maintenant depuis 20 ans, je crois, sur le NOMA. Il y a quelque chose qui te surprend dans ces résultats préliminaires qu'on a? Alors, merci Johanna et merci à l'auditeur qui pose cette question.
Alors, c'est vrai, ça fait 20 ans que j'y travaille et il y a beaucoup de choses qui continuent à me surprendre autour de cette maladie. Une chose qui m'a surprise dans ces résultats préliminaires, c'est justement le fait que 90% des parents de ces enfants cherchent de l'aide à temps. Et ça, c'est pas ce que l'on pensait. On pensait vraiment que les parents, à cause d'une surcharge, à cause du fait qu'ils ont beaucoup d'enfants, pour des raisons financières, négligeaient un petit peu le fait d'amener leur enfant en consultation précoce. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. 90% d'entre eux les emmènent pendant la phase où on peut faire quelque chose, mais malheureusement, ils ne les amènent pas forcément au bon endroit. Et ensuite, pour arriver au bon endroit, il suffit qu'une semaine de plus s'écoule et on passe très vite du stade 2 au stade 3. Merci beaucoup. Alors, on peut conclure que c'est très important qu'on travaille avec les tradipraticiens. Oui, je pense. Ils sont, comme je l'ai dit, à presque 50% des cas, les premiers intervenants. On le verra encore plus en détail avec la présentation suivante, mais je pense que les tradipraticiens sont des personnes qui devraient être impliquées dans ces pratiques d'enseignement et de sensibilisation quant à la prise en charge de cette maladie. Super, je te remercie. Alors, je passe la parole à Emmanuel et après à Maïna. OK, merci beaucoup Denise et Johanna pour la présentation et les questions et les réponses. Donc, la présentation qui vient sera faite par notre jeune collègue Maïna Sani Germa de l'Université du Niger. Maïna a rejoint notre équipe pour travailler en particulier sur des études qualitatives de terrain. Là où quand il intervient, il est en train de superviser une équipe de terrain déjà depuis environ une semaine. Il est titulaire des masters en anthropologie de la santé et une licence en sociologie. Il est en train donc de préparer une thèse sur les dynamiques sociales de sortie de crise de Boko Haram dans la région de Difa. Il dispose d'une expertise dans la conception et la conduite d'activités de recherche. En raison des questions techniques, nous avions pris soin d'éviter d'être surpris par des coupures de courant au Niger ou au Burkina, et nous avons préenregistré la présentation de notre collègue Maïna Sara. Mais lui-même, comme c'est aussi le cas pour Moubassina Kagone, lui-même est en ligne actuellement et il pourra intervenir pour répondre aux questions. Yelena, si vous pouvez alors nous faire passer la présentation de Maïna Sani. Merci. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous à ce forum pour vous présenter ma communication qui porte sur les itinéraires thérapeutiques des patients du Noma dans le contexte nigérien. Je me nomme Maïna Sani, malheureusement doctorant à l'Université Abdoumoune de Niamey, chercheur associé au Sérapage, assistant de recherche au label et membre associé du projet Noma. Ma présentation s'articule autour de 6 points. Nous aurons dans un premier temps un bref aperçu du contexte nigérien après les itinéraires de soins à travers les 3 étapes du niveau de recours, à savoir les soins traditionnels et familiaux, le dialysme des soins et les soins modernes exclusifs, avant de donner un petit schéma de l'itinéraire thérapeutique de patients. Le Niger est un pays sahélien de l'Afrique de l'Ouest. Il couvre une superficie de 1 267 000 km² avec une population estimée à 23,3 millions d'habitants en 2019 et un indice synthétique de fécondité de 7,6 enfants par femme. Le Niger est un pays à pauvre revenu avec des indicateurs de santé pour la plupart en deçà des normes minimales internationales. Les causes de mortalité sont les infections respiratoires aiguës, le paludisme, la malnutrition, et des maladies liées à un manque d'hygiène et d'assainissement comme le Noma. La population est majoritairement rurale avec un taux d'alphabétisation assez faible qui fait seulement 30,11% au niveau national. Pour ce qui est des itinéraires thérapeutiques, l'évolution des sociétés est marquée par des étapes. Si les économistes ont développé l'idée de la théorie de croissance économique, nous, socio-anthropologues et professionnels de santé que vous êtes, développeront à notre tour les étapes d'évolution des soins. Ces étapes d'évolution des soins commencent d'abord par les soins familiaux, autant pour moi et de proximité. Ensuite, le dialysme des soins.
qui consiste à associer les soins traditionnels et les soins modernes, et enfin les soins modernes exclusifs. Les choix opérés par la population pour le recours aux soins, si nous le regardons de près, révèlent une complexité et une rationalité qui échappent au premier venu. Dénouer cette complexité afin de comprendre sa nationalité nécessite de s'imprégner dans la logique qui est propre à la population, c'est-à-dire comprendre les représentations populaires de ces populations à travers les différentes maladies. Pour le recours aux soins familiaux et de proximité, ici chez nous, d'abord, c'est la première étape du recours. Elle commence par le cadre immédiat à travers les recettes de parents et de grands-parents. Cet itinéraire de soins assez souvent négligé par les professionnels de santé constitue une preuve d'appartenance à une culture. Il ressort des discours des personnes âgées que le recours aux soins familiales pour la quête des soins est une pratique héritée des arrière-grands-parents. Ces connaissances mises en pratique sont acquises pendant des générations. Les délaissés constitueraient une acculturation, d'où une déviance aux normes sociales. Ce premier niveau de recours est basé sur un diagnostic familial, une tentative de réponse à la maladie présumée. Si les essais familiaux et de proximité échouent, en ce moment, on fait recours au dialysme des soins en présentant le malade à un professionnel de santé dans un centre de santé. Ainsi, nous avons quelques extraits d'entretien. Ici, l'interviewé nous dit la maladie de mon enfant, l'ACOM, qui est le nom, a été identifiée par sa grand-mère. Après plusieurs séries de traitements traditionnels sans satisfaction, nous l'avons amené au centre de santé. Un autre âgé qui j'ai contracté cette maladie quand j'avais 19 ans. Mon père m'a conduit chez les marabouts du village. C'est lui qui m'a traité sans faire recours à la médecine moderne. Dieu merci, je n'ai que cette petite cicatrice sur le visage. Nous avons un peu le schéma du recours familial et de proximité. Et là, on a un peu tout autour de la maladie, le voisin, le cadre familial, les marabouts, etc., etc., et le cause de la maladie présumée tout autour qui gravite. Pour ce qui est du dialysme de soins, elle se fait quand le responsable du malade associe dans la prise en charge la médecine, les remèdes de la médecine moderne assez dit traditionnelle. Assez souvent, il est développé dans les représentations populaires qu'il y a des maladies incurables par la médecine moderne, telles que le mauvais sort. Pour ces maladies, il faut faire recours aux médecines moderne pour traiter juste les symptômes et non la maladie en tant que telle. À l'exemple, par exemple, de la diarrhée ou des lésions cutanées. Mais pour la maladie proprement dite, il faut nécessairement la soigner selon eux par les traitements traditionnels parce que pour eux, elle est incurable par la médecine moderne. Ces pratiques sont généralement, ces pratiques peuvent également souligner un manque de confiance en fait à la médecine moderne. À cette étape, autant pour moi, de l'évolution des soins, l'automédication prend une place importante dans la quête des soins. Et chez nous, elle est encouragée par le chemist. Les chemistes, ce sont des vendeurs ambulants de produits pharmaceutiques. Nous avons ici un extrait qui dit « Malgré tout, il a fallu que j'associe les traitements modernes aux traitements traditionnels pour que l'enfant se sente mieux. » Il a par la suite bénéficié d'une intervention chirurgicale pour qu'il soit totalement guéri. Vous voyez un peu la complexité. Il a essayé, mais il dit malgré tout, il a fallu qu'il associe un peu les deux types de soins. Pour ce qui est des soins modernes exclusifs, qui est d'abord la dernière étape de de l'évolution des soins qu'on essaie de décrire ici, elle relève plutôt des pays industrialisés, où le domaine de la biomédecine est assez avancé et que les agents de santé sont en quantité et en qualité. L'insuffisance des agents de santé et la médiocrité des plateaux techniques dans la plupart des centres de santé ici au Niger ne nous permet pas d'espérer être à ce stade. À titre d'exemple, on peut comparer la pratique des soins d'une personne instruite vivant en milieu urbain où il a accès à toutes les spécificités de la médecine moderne à celui d'un paysan qui n'a accès qu'à un centre de santé de type 1 vivant se situant à 3 km de sa localité. Les pratiques de soins de ces deux personnes seraient naturellement différentes. Donc, une manière de souligner que les pratiques de soins dépendent également de l'évolution du milieu. Si on regarde ici un peu le schéma, on a le cadre familial, on a le dialysme des soins et les soins modernes. Tout autour gravitent des acteurs et des modalités en fait des soins. Ici, on a le cadre familial, puis le voisin et les praticiens au niveau
de la première étape. Ensuite, on a le dialysme des soins où gravite l'automédication et l'association de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle, et ensuite les soins modernes exclusifs. Donc, en conclusion, on dira, nous pouvons constater que les itinéraires thérapeutiques ainsi que les motifs qui les accompagnent ne constituent que le reflet du niveau d'évolution des communautés. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Merci pour votre aimable attention. Le temps est un peu trop serré, on ne peut pas développer certains aspects. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïna. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites aujourd'hui, qui vient de recherches que vous avez fait au Niger. Je veux juste vous demander une question qui est posée sur le chat. Comme la présentation précédente de Denis, vous pouvez confirmer l'importance de tradipraticienneurs. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent et peuvent être instruits pour travailler, pour faire ce travail d'information sur le NOMA? Oui, merci Yona et merci au public. Et comme l'intervention précédente, les tradipraticiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont le premier recours. Bien sûr, on peut les associer dans la sensibilisation et dans l'orientation des patients autant pour moi atteints du NOMA. Il y a des structures déjà qui associent, au Niger même, qui associent les tradipraticiens dans l'orientation et la sensibilisation du public. Ils ont des petits incentives, c'est eux qui orientent quand le patient se présente chez eux. Ils disent, bon, les premiers recours, bien que vous soyez chez nous, allez-y vers tel centre de santé ou allez-y vers tel ONG. C'est elle qui prend en charge. J'ai travaillé avec MSF, Magaria et Amadaroufa dans les cliniques. Quand les enfants malnutris sont présentés, par exemple, chez les tradipraticiens, les tradipraticiens maintenant les orientent vers le clinique pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Donc, c'est bel et bien possible, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai une autre question, si on a un petit peu de temps, juste pour follow-up sur le même sujet. Mina nous demande sur le chat si le gouvernement au Niger, s'il a envolvé les tradipraticiens dans ces politiques de NOMA, de combattre le NOMA. Bon, pour ce qui est du gouvernement, elle n'a pas une politique publique qui prend en charge les tradipraticiens pour la prise en charge du NOMA. Et le programme de lutte contre les maladies bucco-dentaires de NOMA, en fait, ne précise pas cela. Mais ils ont des autorisations d'exercice, ces tradipraticiens. Dans la plupart des cas, ils sont reconnus, ils ont une autorisation d'exercice. Donc, on peut les associer pour n'importe quelle maladie, pour la prise en charge. Bon, du moins pour la sensibilisation ou l'orientation. Mais ils ne sont pas associés au Niger présentement pour la prise en charge du NOMA. Merci beaucoup, Maïna. Ça peut être une idée d'explorer. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Emmanuel, de nouveau. Oui, merci, Johanna. Merci, Maïna Sani, pour la présentation et les réponses claires aux questions. Pour la suite, nous quittons le Niger pour aller juste à côté au Burkina, où nous aurons la présentation qui nous sera faite par le docteur Moubassira Kagone. Alors, le docteur Kagone détient un PhD en sciences humaines de l'université d'Heidelberg en Allemagne. C'est un socio-anthropologue de la santé avec une expérience de plus d'une dizaine d'années dans la recherche qualitative à l'Institut national de la santé publique du Burkina Faso. Le docteur Moubassira a accepté de rejoindre l'équipe du projet NOMA pour prendre en charge l'étude qualitative liée aux expériences et vécus des survivants du NOMA. La présentation du docteur Kagone a été comme celle de
Maïna Sani préenregistré, mais le docteur Kabone est aussi en ligne actuellement. Merci donc, Elena, pour nous passer la présentation de Kabone. Bonjour et merci de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre travail de recherche sur le moment la maladie négligée, une exploration interdisciplinaire de ses réalités, de son fardeau et de son cadrage. Nous avons travaillé sur la discrimination et stigmatisation des patients au Burkina Faso. Le plan que nous allons présenter est la suivante: le contexte, les objectifs, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Il faut dire dans le contexte que les survivants, les enfants et adultes souffrant de séquelles esthétiques et fonctionnelles importantes, sans parler de l'isolement social, la stigmatisation et la discrimination, sont beaucoup plus vécus par ces patients. L'objectif spécifique de cette étude était de déterminer la perception des patients nommants sur l'isolement social, la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes. En méthodologie, il faut dire que le Burkina Faso est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et il partage des frontières avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Niger. Le Burkina Faso a une population de plus de 20 000 habitants, 20 millions d'habitants sur un surface de 274 000 km². Le pays enregistre 13 régions sanitaires et chaque région sanitaire est déclinée en districts, dont 63 districts dans tout le pays. L'étude que nous avons menée est une étude transversale qualitative des données collectées de janvier à mars 2021, une population d'études composée de patients nommants et des leaders d'opinion, des patients nommants de la Fondation Sentinelle de Ouagadougou. Au total, 30 entretiens individuels semi-structurés ont été réalisés avec 20 patients et 10 membres de la communauté. Les entretiens ont été transcrits et analysés à l'aide du logiciel d'analyse qualitative NVivo version 12 Pro. La méthode d'analyse thématique a été utilisée, des codes générés en appliquant un mélange de codage déductif et inductif, l'identification des thèmes principaux et des sous-thèmes, les recherches des preuves soutiennent unir chaque thème et sous-thème et les liens entre eux. En résultat, il faut dire que les patients de Noma sont victimes de moqueries et d'insultes. C'est à cause de la maladie, comme j'étais victime de cette maladie, qui m'a rendu cette paralysie. Si je rentre là où il y a des gens, ils se moquent de moi. Souvent aussi, ils se font des signes en m'indexant. C'est ça qui me faisait souffrir. Nous avons constaté l'expression de dégoût et de méfiance à l'égard même des patients. Il y a certains qui sont les chefs de famille. Ils doivent dire que dans leur village, ici, ils aperçoivent des gens qui n'ont pas le corps sain et puis ils entrent parmi les gens. Donc, si tu attends cela, tu ne seras pas content. Ça, c'est un patient qui nous le disait. Nous avons constaté également les regards critiques même de la population vis-à-vis même du patient Noma. Quand on est seul dans le village à avoir cette maladie, tu deviens la risée du village, la stigmatisation te rend dingue et tu vis un calvaire insupportable. Nous avons également constaté des critiques négatives, des rejets fréquents par la famille du conjoint ou des conjoints. À travers leurs propos, ils disaient qu'au lieu qu'il et l'époux aille chercher une femme parfaite, il va chercher une femme qui a le nez fendu. Il y a également des difficultés de trouver un conjoint ou conjointe pour se marier dû aux séquelles de la maladie sur le visage. Toutes femmes que j'ai courtisées ont refusé mes sentiments. Elles disent même que si ce n'est moi, elles n'ont jamais vu ce genre de maladie avec quelqu'un d'autre. Hormis des parents, beaucoup de personnes n'acceptent même pas s'approcher de moi. Il y a également le refus de se photographier ou de se mirer pour ne pas constater la défiguration du visage. Les laboratoires photos étaient un sens interdit pour moi. Le repli sur soi et l'isolement enregistré par les critiques ont également été constatés. J'ai eu des difficultés parce que depuis que le nez s'est fendu, ne serait-ce qu'avoir l'autorisation d'être parmi les gens était chose impossible. Même dans ma famille, s'il y a une rencontre des membres de la famille, je n'y participais pas. On a constaté le désir de suicide chez certains patients face au rejet. Je pensais même au suicide parce qu'on me traitait comme si je n'étais pas un être humain. J'étais différent des autres. Quand je me regardais
À travers un miroir, je perdais la foi envers Dieu. Je pensais souvent à me suicider. Nous avons constaté également la souffrance et l'humiliation ressentie au contact même de la foule par certains patients. Les stratégies d'adaptation ou de solutions aux discriminations et stigmatisations et replis sur soi que nous avons constatées restent largement la chirurgie, car comme remède à la discrimination et stigmatisation, toute personne qui arrivait à avoir la chirurgie était beaucoup soulagée par rapport aux séquelles sur le visage. Et le patient que nous avons interrogé nous dit, après les soins, je suis devenu un être nouveau. Je me suis marié et j'ai eu 2 magnifiques enfants. Sinon, je ne savais pas qu'un jour j'aurais une femme, n'en parlons pas, avoir des enfants. Nous avons également constaté la sensibilisation de certains patients autour de leur milieu pour vous faire comprendre que cette maladie n'est pas contagieuse. Ils disent que la maladie là va les contaminer. À toi maintenant de les faire comprendre maintenant que la maladie que tu as haïe, ce n'est pas une maladie qui peut contaminer. Nous avons également constaté l'utilisation de cache-nez ou de foulards pour pouvoir cacher l'infirmité avant de rentrer dans la foule. Quand je partais à l'école, il y a d'autres camarades qui se moquaient de moi. En ce moment même, moi, j'ai attaché le foulard là sur ma tête et cassé mon visage. Il y a également la recherche de solutions pour faire disparaître les cicatrices en payant toute crème ou tout médicament qui peut beaucoup faire disparaître les cicatrices selon les patients. Les recours à la divinité pour expliquer et accepter la situation de maladie. Donc, si c'est une chose qui t'appartient, qui est en toi, peu importe ce que les gens diront, tu laisses tout dans les mains de Dieu. En conclusion, il faut dire que les résultats de l'étude montrent, au-delà de la discrimination et de la stigmatisation et les replis sur soi, que les droits fondamentaux de ces patients sont touchés, notamment les droits à l'amour, au choix du conjoint, au mariage, les droits à la participation à la vie associative menacée par les replis sur soi, le droit d'image et le refus de la photographie, le droit à l'épanouissement menacé par les désirs de suicide dû à la souffrance, les droits à l'espace public menacé par les replis sur soi, le droit à l'information même lié même à la maladie. L'étude permet de mieux estimer la souffrance des patients de Noma. Les résultats de l'étude contribuent également à attirer l'attention des décideurs sur la nécessité d'impliquer davantage les membres de la communauté au soutien des patients, la détection et la prise en charge très tôt des cas de Noma, depuis les formations sanitaires périphériques pourront contribuer à mettre fin à la maladie très tôt. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Mubashira, pour cette fascinante intervention tragique, mais très importante de voir la discrimination. On a quelques questions ici. Une globale pour tous, demandée par Théophile Bosset. Et je vais poser ça au fond. Pour tous nos intervenants. Mais je veux demander, est-ce qu'il y a des soutiens psychologiques qui les participants qui vous avez interviewés ont reçu? C'est important pour eux. Vous croyez qu'on peut faire mieux dans ce domaine-là? Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut reconnaître que les patients normaux que nous avons rencontrés au niveau des sentinelles, ce soutien psychologique, c'est vraiment peut-être quand ils viennent lors des rencontres, quand on les convoque au niveau des sentinelles, ils viennent pour les soins, ils se rencontrent entre eux, ils discutent, ils voient d'autres personnes qui ont la maladie, et souvent ils font des repas communautaires pour eux. C'est seulement, c'est ça, à ce niveau, c'est là qu'on a pu constater en tout cas des rencontres où ils ont, mais il n'y a pas de soutien spécifique, soutien social spécifique qu'on pourra les adresser. Parce qu'une fois leurs soins finis, ils retournent dans leur village. Et dans les villages, il n'y a pas quelqu'un qui va chaque fois passer, discuter avec eux par rapport à ces soutiens psychologiques. Je crois que c'est très important et qu'on doit penser à ça à l'avenir. Même quand ils vont repartir dans leur région d'origine, dans les villages, qu'au moins on puisse les mettre en contact, que ce soit avec les agents de l'action sociale ou encore les infirmiers qui sont sur place pour discuter souvent avec eux par rapport à ces soutiens psychosociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel? À la suite de cette présentation, vient celle de
notre collègue Alice Trotter. Alice a travaillé et continue à travailler avec Johanna sur le dernier package de notre projet. Alice est candidate au doctorat au Centre pour les droits de l'homme appliqués à la York Law School de l'Université de York. Elle y étudie le rôle des villes dans le droit international. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit international des droits de l'homme et de recherche sociale dans cette université. Alice a étudié et travaillé dans un certain nombre de disciplines, entreprenant à la fois des recherches sociales, socio-juridiques et de terrain. Elle a d'expérience en tant qu'assistante de recherche associée sur plusieurs projets. Elle nous a rejoints en 2019 et s'occupe donc du volet de l'analyse doctrinale sur le NOMA dans les pays auprès des patients où cette pathologie est connue. Merci à Alice. Et là, je te cède. You have the floor, Alice, please. Thank you, Emmanuel. So in 2012, the Human Rights Council Advisory Committee published a study on NOMA. Authored by one of our project's co-coordinators, the study found NOMA to be a cause and effect of numerous violations of the rights to food. J'ai oublié de changer de canal. Le conclut comme le visage le plus brutal de la pauvreté et de la malnutrition chez les enfants. Ça représente le premier examen formel du NOMA par un mécanisme des droits de l'homme des Nations Unies. À ce jour, cette étude dresse l'analyse la plus fiable et la plus systématique des droits impliqués pour les personnes à risque et survivants du NOMA. Parallèlement au développement du NOMA en tant que préoccupation pour les droits humains, la communication de la maladie en tant que problème de santé publique d'importance mondiale, exigeant une recherche, une sensibilisation et une intervention approfondie. Au sein de la communauté médicale internationale, ce programme a connu un succès mitigé. Alors que le NOMA est resté largement à la périphérie de la santé bucco-dentaire, un groupe d'universitaires a commencé à conceptualiser le NOMA comme une maladie tropicale négligée. Aujourd'hui, cette littérature contribue à une campagne avancée pour l'inclusion du NOMA sur la liste des MTN, maladies tropicales négligées, de l'Organisation mondiale de la santé. Cette partie du projet NOMA vise à examiner la forme et le but des cadrages du NOMA qui dominent notre compréhension de la maladie. Le NOMA en tant que problème de droits humains et le NOMA en tant que maladie tropicale négligée. Au cours des 2 dernières décennies, ces cadres ont fini par influencer notre perception du NOMA et des mesures prises par les gouverneurs et les organisations pour lutter contre sa prévalence. La première étape de nos recherches a été une revue de la littérature narrative. Nous avons été conceptuellement guidés par les théories sociales et politiques du cadrage selon lesquelles un sujet peut être considéré sous plusieurs angles. Appliqués au NOMA, les cadres sont des outils permettant de proposer une définition précise de la maladie, d'identifier des causes particulières et de porter des jugements moraux lorsqu'ils posent certains problèmes. Le succès d'un cadre et la mesure dans laquelle il favorise le soutien et motive l'action dépendent de la cohérence entre son contenu et son contexte. Cette littérature nous a permis de comprendre comment le cadrage du NOMA peut résonner différemment aux échelles internationales et nationales. Alors, il y a 3 résultats de notre recherche. Ils sont tirés d'une série d'entretiens avec des informateurs clés, avec des parties prenantes de l'agenda du NOMA et mettent en évidence des voies possibles pour améliorer les efforts de plaidoyer actuels. Comme je l'ai mentionné au début de cette présentation, la communication du NOMA en tant que MTN caractérise le plaidoyer actuellement mené à l'échelle internationale.
Trois avantages principaux de la reconnaissance formelle du NOMA en tant qu'ATN ont été identifiés, qu'elle constituerait la pierre angulaire des futurs efforts de plaidoyer, qu'elle nécessiterait une feuille de route pour la prestation des interventions et, en fin de compte, augmenterait le profil du NOMA à la fois au niveau national et international. Deuxièmement, il est important de considérer comment nous parlons du NOMA et comment cela peut affecter les mesures prises pour lutter contre sa prévalence. Si on remonte à 2012, l'étude du comité consultatif a déclaré que pour les personnes à risque ou atteintes du NOMA, la réalisation de leurs droits humains est comprise par l'existence même de la maladie. Cela correspond largement aux pratiques plus larges de nommer et humilier dans les campagnes de défense des droits humains. Le comité consultatif a conclu que les droits des enfants sont gravement ignorés et violés. Les États et les organisations internationales, poursuit l'étude, devraient assumer la responsabilité des victimes négligées du NOMA. Nous ne cherchons pas à diluer la véracité de ce cadrage du NOMA qui semble gagner du terrain dans le travail des organes des traités des nations. Cependant, notre recherche a souligné les questions sur les degrés de réceptivité parmi les États où le NOMA est connu ou supposé se produire. Alors que certains États prennent déjà des mesures contre le NOMA, le Nigeria, par exemple, développe une approche innovante pour lutter contre sa prévalence. Nos résultats indiquent la nécessité de réorienter le cadrage de la maladie. Cela pourrait être fait en présentant les actions d'un État sur le NOMA comme un progrès vers la réalisation des obligations en matière de droits humains. Communiquer le NOMA de cette manière peut être plus utile pour promouvoir une action de fond au niveau national et local. Compte tenu de l'étang qui se dessine actuellement derrière la campagne pour que le NOMA rejoigne officiellement la liste des MTN, il semble probable que l'application de ce cadrage continuera de circuler et sera priorisée au cours des 2 à 3 prochaines années. Il est clair que les parties prenantes continueront de progresser pour garantir la classification du NOMA en tant que maladie tropicale négligée et les avantages associés d'une sensibilisation, d'une programmation et d'un financement accru. It is crucial to ensure that a rights-based understanding of the disease is incorporated into subsequent planning and programming. So ensuring continued application of a human rights approach may, for example, promote the participation. Cependant, comme plusieurs participants aux entretiens l'ont souligné, il est crucial de s'assurer qu'une compréhension de la maladie fondée sur les droits est intégrée dans la planification et la programmation ultérieure. Garantir l'application continue d'une approche fondée sur les droits de l'homme peut promouvoir la participation des personnes affectées par le NOMA à la définition de l'agenda. Il peut également attirer l'attention sur les relations de pouvoir plus larges qui façonnent la stigmatisation que les citoyens peuvent subir dans les interactions quotidiennes, ainsi qu'indiquer des voies vers différentes formes d'intervention. Merci beaucoup pour votre présentation, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'audience ont souffert de tout ça et surtout des droits humains. Il semble que les gens ne comprennent pas très bien le fait de cette stigmatisation. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Yes, so I can probably speak to two other Oui, sources. je peux peut-être répondre
Oui, j'ai mentionné les différents participants à propos des droits humains. Au cours des 5 dernières années, même si on a regardé dans le système, et c'est vrai que les gens commencent à répondre à cette question, mais pas encore assez. Quand nous discutons de ces rapports, quand on parle de la malnutrition, de la santé en général, et différents rapports, surtout sur les droits des enfants, les questions que nous avons à poser, parmi les personnes que nous avons interviewées, il semblerait que l'approche justement des droits humains n'a pas vraiment encore été abordée. On n'a pas encore classifié les implications de la violation des droits humains des enfants. Si on compare toutes ces approches différentes, il est clair que certains cadrages de ce NOMA, on en parle à différentes échelles, mais pas toujours. Il y a toujours cette histoire de cadrage, de bien comprendre les différents niveaux auxquels nous essayons de participer. Et on peut le faire de différentes manières aussi. Il faut faire des approches différentes. Merci. Merci. Je repasse la parole à Emmanuel. Merci, Johanna. Merci, Alice, pour la présentation et les réflexions suscitées par l'analyse qui a été effectuée. Dernière série de cette présentation, je fais appel à Anaïs Gali, qui va nous présenter les résultats de la revue systématique de littérature sur l'épidémiologie du NOMA et en particulier sur les questions liées à la prévalence de cette maladie. Alors, Anaïs est doctorante à l'Institut tropical et de santé publique de Bâle. Elle travaille sur des questions qui portent sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les zones de conflit, avec un accent particulier qui est mis sur le lavage de mains. Anaïs est titulaire d'un master en épidémiologie du Swiss TPH. Elle a précédemment obtenu un Bachelor of Art en anthropologie sociale et biologie et un Bachelor en sciences en biologie à l'Université de Bâle. Elle traîne derrière elle une expérience en tant qu'assistante de recherche dans différents projets de la Swiss TPH. Elle nous a rejoints pour travailler avec les collègues du Swiss TPH sur l'évidence du poids épidémiologique du NOMA. Merci beaucoup, Anaïs, et je te laisse la parole. Thank you, Emmanuel, for your introduction. Also, I would like to welcome all of you to our presentation about the prevalence, incidence, and global distribution of NOMA. J'aimerais vous remercier. Donc, j'aimerais parler de la prévalence, de l'incidence et de la distribution globale. Je n'ai bien sûr pas travaillé seule, mais j'ai travaillé avec différentes personnes qui ont supervisé mon travail et que je remercie aussi. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce programme. J'aimerais d'abord commencer par vous demander une question. Quand est-ce que
Je vous donnerai 1 minute pour réfléchir à quand est-ce que les données ont été données sur le NOMA, la préincidence et l'incidence. Eh bien, je vous dirais que les premières données ont été données en 1998, 98. Et ça a été publié par l'OMS en 2006. C'est pourquoi nous regardons et nous cherchons toute la littérature pour pouvoir cartographier l'épidémiologie, pour pouvoir mettre à jour la carte pour pouvoir lancer la base de calcul de la charge de cette maladie. Il y a eu 9 bases de données et de Google Scholar, inclusion, l'exclusion, les critères, pas de restriction de langage, pas de restriction de ton. Nous avons été 2 examinateurs à revoir tout ça et nous avons analysé toute la littérature qu'il y avait, qui était ancienne et la nouvelle. Ensuite, nous avons aussi fait une évaluation de qualité du Newcastle Ottawa Scale. Alors, voilà l'organigramme grâce du PRIS. Alors, c'est tout ce que nous avons trouvé. Nous avons mis en parallèle tout ce que nous avons donné et vous voyez les chiffres de ce que nous avons trouvé. Et on a eu 1220 articles et études. Alors, vous voyez, en fait, 1220 articles que nous avons dû lire et étudier parce qu'il n'y avait pas de méthodologie au départ. Ensuite, on a eu 8 études épidémiologiques, 285 nouvelles études. Donc, pour les données épidémiologiques actuelles, nous avons 8 études de 4 pays, c'est-à-dire le Nigeria, l'Éthiopie, le Mali et le Sénégal, la prévalence dans les différents États du Nigeria, 0,6 pour 100 000 de la population qui vivait sous le degré de pauvreté. Sokoto et les États du Kaby au Nigeria, 3 300 personnes sur 100 000 enfants qui étaient âgés de moins 15 ans. Ils étaient déjà atteints du degré 3. L'incidence actuelle, c'est surtout à l'est de l'Éthiopie. Il y avait vous voyez le nombre de personnes par 100 000 populations rurales. Ensuite, dans le nord-est du Nigeria, 8,3 pour 100 000 sous le niveau de pauvreté et globalement 30 000 à 40 000. Alors, c'était difficile de trouver des données sur la mortalité des enfants qui avaient été traités. On a trouvé une étude de 8,5% et les enfants qui n'avaient pas été traités, ça montait à 80 à 90%. Quand on parle de la qualité, il faut dire que l'étude était très mauvaise à extrêmement bonne, donc très différentes les unes des autres. Ce sont les résultats de l'épidémiologie. Alors voilà, ça c'est une cartographie du monde qui est mise à jour. Alors vous voyez les différentes questions. C'est les cas de DOMA qui ont été rapportés et qui sont les plus récents. En 2010-2019, il y a eu des cas sporadiques après 2000 et il y a eu en noir le NOMA
pour l'aide adulte de 1950 à 2019. Vous pouvez voir que les nouveaux cas sont en Afrique, mais il y en a aussi en Inde. En Inde, par exemple en Chine, c'est très intéressant de comparer les deux cartes. On a vu des études aussi au Brésil qui ont été faites. Si on zoome maintenant, c'est toujours les... Alors, c'est dans les... En rouge, on peut voir, c'est toujours l'Afrique de l'Ouest qui est la plus impactée. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez le Mali, par exemple, au Mali, il y a... Et c'est drôle, enfin c'est curieux que de voir que dans les pays du Sud, il n'y a presque pas de cas du tout. C'est similaire si vous voyez le nombre de références. Ça nous amène déjà à notre conclusion. Donc, pour cartographier avec des données épidémiologiques, il y a une prévalence et incidence, mais pas pour toutes les régions. Il y a rarement des représentations et on manque absolument de données sur la mortalité, le taux de mortalité. Et on voit que le NOMA est surtout dans les pays auxquels on pensait d'abord, mais certains des pays n'ont pas été marqués sur les cartes. On n'a pas assez de données d'évidence pour calculer en fait la charge, le fardeau de la maladie. Il nous faut des études représentatives de la population et il nous faut une surveillance des systèmes pour pouvoir calculer le nombre de patients. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait là. On attendait ça depuis vraiment très, très longtemps. Depuis tellement d'années, on a attendu d'avoir quelque chose comme ça. C'est génial. C'est presque un merci personnel que j'aimerais faire passer. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour vous dans tout ce que vous avez trouvé de ces études, de la littérature systématique? Alors, c'est surtout les rapports de toutes les opérations qui ont été faites, des hôpitaux, de tout ce qu'on a trouvé en ligne aussi. On a vu que les cas de NOMA ont été enregistrés. Donc, j'ai été vraiment surprise de voir toutes ces données. Merci. Avant que l'on arrive à la section des questions, on a 10 minutes. Il y a une question qui a été répétée plusieurs fois, donc je vais vous la poser à tous. Donc, à mon avis, ce qui est sorti de tout ça, c'est cette approche systématique de pouvoir s'adresser à cette maladie et de faire quelque chose contre cette maladie. Donc, il faut une approche systémique. Alors, voilà la question sur le chat. Pourquoi est-ce que NOMA n'est pas inclus dans les maladies tropicales négligées de l'OMS?
Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, je peux répondre en français. Est-ce que c'est OK? Alors, la question, elle est fondamentale. C'est le but aussi de notre projet d'ajouter cette maladie à la liste des tropicales négligées. Maintenant, pourquoi elle n'y est pas? J'aimerais avoir la réponse de la part de l'OMS elle-même. Je crois que c'est les mieux placés pour répondre à cette question. Maintenant, il peut y avoir différentes raisons. D'une part, cette invisibilité de la maladie, comme l'a montré notre recherche systématique de la littérature, avec, oui, beaucoup d'articles de case reports chirurgicaux, mais peu d'articles qui vont intéresser une grande communauté et qui vont amener cette maladie à la surface. Il peut y avoir aussi, mais là je ne suis pas la mieux placée pour le juger, une volonté peut-être politique de ne pas voir cette maladie parce qu'elle est quand même souvent rattachée à la pauvreté. On ne peut pas exclure ce lien entre NOMA et profonde pauvreté, ce qui fait que au niveau des gouvernements, on peut aussi ne pas vouloir l'avoir. Il y a aussi le fait que les personnes qui sont touchées par cette maladie, c'est ceux qu'on n'écoute jamais. Donc, c'est ceux qui sont loin, c'est ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui sont jeunes, c'est les enfants. Et donc, ça peut être aussi une des raisons. Merci beaucoup, Denise. Anyone else wants to intervene and provide est-ce que answers quelqu'un to this? d'autre aimerait poser une question? Provide answer to this same question, or rather provide I would Vous just pouvez like to open répondre the toute la même discussion. question ou vous voulez en poser une autre? Okay. Non? In that case, we have colleagues on the Alors, dans ce audience who are in fact working, and so are we, trying to contribute. Alors, il y a quelqu'un qui contribue au NOMA du dossier et qui espère que cette maladie sera listée sur la liste des maladies tropicales négligées. Alors, je vais prendre une autre question d'un participant du chat. Que faut-il faire pour avoir une meilleure idée de la prévalence du NOMA? Donc, que faut-il faire? Tout le monde peut poser des questions. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Denise ou Anaïs ou Alice. Merci pour la question. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans tout ce qui est politique et travailler avec les gouvernements, mais je pense qu'un point, il faut que l'OMS commence à la mettre sur la liste parce que ça permettrait une certaine pression politique et on pourrait mieux dialoguer avec les différents partis dans les pays où le NOMA est prévalent et leur demander de bien vouloir intégrer la question du NOMA. Il y a d'autres systèmes peut-être pour essayer de faire mieux connaître le NOMA. Merci. Denise? Non, je suis d'accord avec elle. Je n'ai rien à ajouter. Ils ont à l'OMS des départements avec beaucoup de personnes qui travaillent en Afrique. Donc, il faut peut-être utiliser la présence de ces personnes au niveau des droits humains, peut-être demander à des survivants du NOMA
de participer aussi et de faire quelque chose pour la prévention et pour l'information en matière de NOMA. Il y a le Burkina Faso, d'autres pays aussi qui ont été très actifs dans ce domaine et qui ont demandé à ce qu'on prenne ce problème en main pour pouvoir trouver des manières de traiter cette question. Il nous reste 2 minutes, donc j'aimerais remercier aussi beaucoup d'organisations non gouvernementales qui travaillent avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ont participé aujourd'hui et j'aimerais les remercier. Et ils font tous un travail extraordinaire pour qu'on puisse travailler avec les survivants du NOMA et aussi contre la maladie. Et merci encore une fois pour tout leur travail extraordinaire. Mina est une de nos participantes. Il y avait encore un certain nombre de questions qu'on n'a pas pu prendre. Nous avons une liste d'emails et vous pouvez poser les questions par email et puis nous y répondrons. Mais je redemande à Emmanuel de prendre la parole. OK. D'abord, merci à tous Alors, pour la participation. Nous n'avons pas assez de temps. J'avais préparé une dia pour tirer les leçons, les messages clés. Je n'utiliserai pas la dia. Je vais donc vous dire ce qui m'a paru important à la fois dans les présentations que nous avons eues, mais aussi dans les questions qui ont été posées. Je commencerai par ce qui me semble être la recommandation la plus importante de cette journée. C'est mon point de vue, peut-être que d'autres ne la partageront pas, mais il me semble là qu'il y a un besoin de mettre en place un système d'observation international du NOMA, un genre d'observatoire international du NOMA. Cela découle des résultats qui sont venus de la revue systématique de littérature qui nous ont été présentés tout à l'heure. J'ai vu également Petra qui est revenue sur la même demande. Je pense que c'est un point important que nous devons garder en tête. Toujours par rapport à cette revue systématique de littérature, un autre résultat qui est ressorti, c'est la concentration des travaux de recherche sur non seulement les aspects cliniques ou médicaux, mais aussi sur une région, ce qu'on appelle généralement la ceinture du NOMA. Il y a donc un besoin d'élargir les horizons et d'essayer de voir si dans d'autres régions, sur le continent africain ou ailleurs dans le monde, il existe cette problématique et jusqu'à quel niveau pour avoir un mapping qui soit le plus complet que possible. Je peux d'ores et déjà dire à certains d'entre vous que j'ai reçu, il n'y a pas plus tard qu'hier, une invitation à me rendre en Zambie pour essayer de travailler avec les organisations religieuses du système de santé zambien sur le problème du NOMA dans ce système de santé. Troisième observation importante, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque du NOMA dans les systèmes d'information sanitaire, dans l'enregistrement de maladies au sein des nations. On n'a pas dans ces systèmes d'information qui collectent les différents niveaux de maladies dans le pays, des lignes qui se rapportent au NOMA. Donc ça, il faudra travailler dessus.
Ce que j'ai vu également et que j'ai entendu dans les présentations, c'est la nécessité de la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne. C'est ressorti très, très clairement aussi le besoin d'évaluer la réceptivité du NOMA par les différents gouvernements. Et ça, je pense qu'il faudra y aller peut-être en nous rapprochant encore davantage des mécanismes internationaux de protection et de monitoring des droits de l'homme. Des collègues ont mis en évidence la question de l'accessibilité aux soins en prenant la dimension du droit à la santé, qui est celle de l'accessibilité non seulement vue sous l'angle économique, mais même sous l'angle géographique. Cela ressort clairement des données qui nous ont été présentées par la première, par Denise dans la première présentation. Enfin, revient la question du recours aux soins et donc des modalités de remboursement et de financement de soins dans ces pays. Voilà ce que j'ai retenu de nos différents échanges. Il est possible que j'ai oublié l'un ou l'autre élément. Avant de clore la discussion, je voudrais vous remercier tous et chacun et insister sur le fait que nous sommes une communauté et que nous devons garder contact, nous donner des idées, continuer à réfléchir et nous sommes ouverts à recevoir les contributions de chacun, de chacune d'entre nous. Voilà donc, avec tous mes remerciements, au nom de tous mes collègues et au mien propre, je vous souhaite une bonne fin de cet avant-midi. Ceux qui sont prêts à aller à table, bon appétit. Merci.